L'Afrique nous appelle. Arrêtons de pleurer, de nous plaindre, de subir, d'accuser, de nous trouver des excuses. 140 ans plus tard, c'est tout simplement inadmissible. Les autres ont fait leur part en nous divisant. À nous de faire la nôtre en nous unissant. Le panafricanisme doit cesser d'être un slogan, un vœu pieux pour enfin devenir une réalité. Et ça commence par votre implication personnelle. Rejoignez-nous donc à Lomé dès le 26 juin prochain pour ce qui sera le premier jour de la Nouvelle Afrique. La conférence Mansa sera à la fois le début et la fin de l'histoire. Rendez-vous du 26 au 28 juin 2025 à Lomé. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous dès à présent sur notre site mansa.com. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, cap sur le Cameroun, une république où le temps semble s'être arrêté. Depuis 1982, un homme, Paul Biya, règne et depuis 40 ans, un parti, le RDPC, domine. Dans ce pays au potentiel immense, l'alternance politique reste une promesse toujours reportée. Pourtant, à l'approche de la présidentielle de 2025, les lignes bougent, une opposition tente de se réinventer, de nouveaux partis s'organisent et l'ONU vient de signer un accord inédit pour soutenir la transparence électorale. Mais s'agit-il d'un véritable tournant ou d'un simple habillage démocratique ? L'opposition peut-elle rattraper le temps perdu ? Et plus largement, faut-il repenser une démocratie camerounaise née sous tutelle coloniale ? Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bastel Moubamba. Bonsoir. Bonsoir, Skoina. Vous êtes analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Fierté noire et Utopie, Aliénation dans le Gabon post-colonial, et vous portez un regard critique sur l'Afrique centrale. Face à vous ce soir, Yves Plumet-Bobo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous couvrez de très près l'actualité au Cameroun. Et enfin, sur le plateau, nous recevons ce soir Sésame Ekam. Bonsoir. Bonsoir Soukaina. Vous êtes porte-parole du parti MP3, donc le Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, un parti basé sur l'afro-sociolibéralisme et dont l'idéal, vous allez nous en parler après, est celui d'une justice sociale et d'une prospérité partagée. Effectivement. Pour être tout à fait précise. On va passer directement dans le vif du sujet et faire l'état des lieux justement de cette opposition camerounaise. Et je le disais en introduction, on est à 5 mois de la présidentielle au Cameroun. Yves, je me tourne vers vous. Est-ce que l'opposition, elle peut rattraper plus de 40 ans d'un même parti au pouvoir ? C'est tout le combat de l'opposition depuis des années. On a eu la première phase en 2018 où l'opposition a fait de son mieux. On a eu des partis comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui ont... le MRC porté par Maurice Kamto. Le MRC qui est porté par le professeur Maurice Kamto qui avait toujours et qui a toujours un projet de société qui est fondé sur la justice sociale. On a pas mal de partis politiques. On a également le parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye qui ont essayé de défier le régime, mais à ce jour, on est toujours dans une impasse et voilà, on ne sait pas ce que 2025 nous réserve. Je me tourne vers vous, César. Vous allez rentrer en pleine campagne. On est à 5 mois de l'échéance présidentielle. On ne sait toujours pas si officiellement Paul Biya va se représenter à sa succession. Et je vous retourne la même question. Est-ce que 5 mois peut rattraper 40 ans du RDPC au pouvoir, un parti implanté pour qui certaines générations de Camerounais ont grandi finalement avec ce parti-là ? Oui, la grande majorité des militants du Mouvement patriotique pour la Renaissance et enfin pour le MP3 a moins de 40 ans. Donc c'est une jeunesse qui a connu un seul président. Vous parlez tout à l'heure de 5 ans des élections. En réalité, dans notre planning, nous sommes à moins d'1 mois des élections puisque nous visons l'ensemble des électeurs, l'ensemble du corps électoral qui n'est pas encore appelé et ceux qui ne sont pas encore inscrits dans les listes électorales. Aujourd'hui, le président Paul Biya, il a été élu avec moins de 3 millions de voix.
alors que le potentiel électoral du Cameroun est de 15 millions. L'idée pour nous, c'est de ramener les 50% de la population, majoritairement des jeunes, qui ne sont pas encore inscrits dans les listes électorales. Le temps est très court et nous sommes en cœur de bataille. Aujourd'hui, notre candidat, il est à Paris pour faire une tournée et convaincre l'ensemble des électeurs qui sont hors du pays et éventuellement ceux qui sont au pays de s'inscrire. Et avec cette masse critique, nous pouvons bouger les lignes. Bastien, vous le disiez, je le disais en introduction, vous avez un regard critique sur l'Afrique centrale, c'est un peu votre cœur de cible. On parle d'opposition, mais face à l'opposition, il y a le RDPC, implanté depuis plus de 40 ans. Et ce parti, il évoque souvent la paix comme héritage de Paul Biya pour justifier cette longévité au pouvoir. Est-ce que c'est une paix ou c'est une absence de démocratie? Non, mais je pense surtout que ce soit effectivement la paix des cimetières. Parce que quand on parle d'opposition, effectivement, il faudra quand même que l'on considère le lourd bilan que paient aujourd'hui les partisans de l'opposition. On parlait il y a quelques minutes, disons, des partisans, des militants de M. Maurice Kamto, qui aujourd'hui sont emprisonnés, pourtant militants pacifiques, d'accord, qui à plusieurs reprises ont essayé d'alerter, disons, les autorités compétentes camerounaises quant à, disons, l'urgence, disons, de mettre en œuvre des projets de réforme au sein, effectivement, du pays. Mais on se rend bien compte, effectivement, que le seul langage des autorités camerounaises aujourd'hui, c'est de réprimer toute voix discordante, toute voix dissidente, effectivement, à la doxa majoritaire. Et ça, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse préserver la paix, je ne pense pas effectivement que l'on puisse, disons, pérenniser, disons, les acquis démocratiques qui ont été acquis de longue date par, disons, les acteurs politiques camerounais en traitant les citoyens de son pays ou encore de leur pays tel que c'est aujourd'hui, en cette fin de règne de Paul Biya vu sur le terrain camerounais. Il y a un climat hostile aujourd'hui à l'émergence de cette opposition. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont plus implantés, des nouveaux partis comme le vôtre. Aujourd'hui, le climat, il est hostile. C'est la répression qui domine ou c'est réducteur de parler de cela? Non, mais c'est clair que le contexte des libertés publiques au Cameroun est assez délétère. On a, tout à l'heure, on parlait des militants de l'opposition qui sont toujours dans les geôles de la prison centrale de Koningui. On a un contexte qui est marqué par l'interdiction des manifestations publiques, fussent-ils pacifiques. On a dernièrement, la dernière épisode en date, c'est l'interdiction de la manifestation du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye, l'interdiction même des dédicaces d'ouvrages, c'est-à-dire qu'à un moment où on arrive à un point où on interdit à un leader politique d'aller vers ses militants. On interdit à un élu du peuple d'aller rencontrer des militants de... Pourquoi? Par peur? Je crois que... la déstabilisation du pouvoir. Est-ce qu'il y a une véritable crainte? Je crois qu'il y a une crainte. Il y a une crainte parce que ce sont des partis qui ont des réels projets de société. Quand on parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quand on parle du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a d'autres partis politiques qui ne sont pas certes représentés à l'Assemblée nationale, mais qui ont des réels projets de société. Et forcément, ça fait peur face à un régime qui est là depuis à peu près depuis plus de 40 ans. On a 4 décennies de pouvoir aujourd'hui. On est en face des personnes qui essayent de tourner la page et forcément, c'est tout à fait logique que ça puisse faire peur au régime. César Ekam, vous partagez ce qui est dit sur le plateau? Oui, pour des jeunes partis politiques comme le nôtre, déjà des jeunes qui sont âgés de moins de 40 ans, soit qui avoisinent cette tranche d'âge-là, s'engager déjà en politique, c'est un courage. Déjà, le régime en place a fait ses preuves. Vous le ressentez au niveau du parti? Au niveau du parti, on ne le ressent pas, mais dans notre entourage, on nous pose la question si nous sommes conscients de ce que l'on essaie de faire. On leur a dit, écoutez, on essaie de défendre nos idées et de parler au nom de cette jeunesse, parce que l'avenir nous appartient. Les décisions qui vont se prendre dans les 2 prochaines années impacteront notre avenir sur minimum 30 ans. La place d'un jeune Camerounais aujourd'hui n'est pas à essayer de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique. Nous n'acceptons pas cette idée d'abandonner notre meilleure patrie pour aller chercher un avenir meilleur que nous laissons derrière nous. Donc dans notre parti politique, le MP3, nous demandons aux jeunes de s'engager et de décider de ce qui va se passer sur décider de leur avenir sur les années à venir. Donc aujourd'hui, les craintes
on sait qu'elles existent, mais lorsqu'on n'a plus d'espoir, on n'a plus peur. Et on va parler justement dans cette émission, juste après, des véritables enjeux. Vous parliez du fait de traverser la Méditerranée, mais il y a également le chômage. On va parler de l'évolution économique du pays. Bastet, d'abord, une réaction. Est-ce que le RDPC aujourd'hui est véritablement en danger? Est-ce que quand on parle de la situation politique au Cameroun, c'est finalement un homme, Paul Biya, qui est le visage justement de ce parti depuis plus de 40 ans, ou est-ce que c'est un véritable parti dans son entièreté qui est en danger? Aujourd'hui, en fait, le RDPC, est vu comme un parti État, puisque effectivement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Ce qui fait effectivement la richesse d'une démocratie, c'est lorsqu'il y a effectivement des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, lorsque on constate avec grande dame, le rétrécissement de l'espace civique, lorsqu'on voit effectivement que même le métier de journaliste est un métier à risque au Cameroun, on se souvient effectivement de Martinez Zogo qui a en fait été retrouvé, découpé dans un sac non loin, en fait, non loin en fait du centre en fait de Yaoundé. Donc on se rend bien compte effectivement que tout porte à croire que la population camerounaise aujourd'hui est en grand danger. Parce que l'objectif en fait d'un État, c'est de quoi? C'est de protéger les populations. Aujourd'hui, les populations camerounaises sont un peu livrées à elles-mêmes. On voit bien effectivement ce qui se passe dans, on va dire quoi, la région du Nozo, où en fait aujourd'hui il y a une guerre civile larvée. C'est un conflit armé certainement. On dira oui, d'accord, ce sont les anglophones peut-être, voilà, qui veulent faire sécession. Mais au-delà de ça, il y a une problématique qui touche aussi le commun des Camerounais. Ce que en fait les anglophones vivent, c'est ce que le commun des Camerounais également vit. C'est-à-dire qu'il y a une forme effectivement de discrimination d'État qui veut effectivement que on est d'un côté des privilégiés, des personnes qui depuis plus de 40 ans, un peu comme enfin, on le rappelait en tout début d'émission, se font la part belle de l'économie camerounaise, une économie qui a tellement de potentialité avec un peuple tellement industrieux, mais qui malheureusement n'arrive pas effectivement à satisfaire, disons, la majorité de la population. Donc il y a ce que l'on appelle en fait une minorité monique. C'est une minorité effectivement qui a vocation à dicter les règles sans que en face d'elle effectivement il y ait, disons, une contradiction ou même une voix qui s'élève pour, disons, la contester. Et ça fait quoi en réalité? Ça fait planer un vent, disons, de chaos. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'élections présidentielles. À quel niveau? Mais non, mais un chaos potentiel. Déjà, le Cameroun, depuis plusieurs années, disons, est englué dans une lutte antiterroriste. On voit par exemple que dans le nord et l'extrême nord, on a disons, les infiltrations de Boko Haram aux frontières du Nigeria, qui endeuillent effectivement en fait, voilà, des citoyens camerounais. Nous avons aussi la problématique de ces lois liberticides. On parle en fait de la loi antiterroriste, mais plus avant, effectivement, on a eu l'opération Épervier qui a effectivement envoyé plusieurs ténors même du parti RDPC tels que Titus Ezoa et bien d'autres en prison. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a qu'un seul régent au Cameroun. Et ce régent, effectivement, c'est tout simplement la famille Biya. Je ne parle pas du président Biya, parce qu'aujourd'hui, du fait de la force de l'âge, on peut concevoir que peut-être n'a-t-il plus toutes les coudées franches pour s'occuper, un peu comme en fait, il le faisait à l'époque, voilà, disons, du bien-être des Camerounais. Mais aujourd'hui, on est dans une forme, effectivement, de caste politique qui effectivement dicte la loi. J'ai récemment rencontré à Paris effectivement mademoiselle Maximilienne Gombe, la directrice effectivement du REDAC, qui nous a fait état effectivement des situations disons rocambolesques dans laquelle aujourd'hui les défenseurs des droits humains se retrouvent au Cameroun. Ils sont persécutés, ils sont criminalisés. Elle a 2 procès effectivement en cours, tout simplement parce qu'elle aurait eu l'audace effectivement de défendre les libertés individuelles des Camerounais. Donc ce climat-là, ambiant, mortifère, fait planer, en mon sens, des lendemains pas très favorables pour tous les Camerounais. Et quand on parle justement des Camerounais, on parle de la société civile, on parle des citoyens. Vous qui travaillez de près justement, Yves, sur la situation au Cameroun, la question qu'on se pose, est-ce que c'est véritablement, quand on sait que des générations ont grandi avec Paul Biya, avec le RDPC, est-ce que la société camerounaise est prête à un tel changement? Est-ce que ce vote, il serait contestataire à 5 mois de l'élection? Est-ce qu'il serait contestataire contre la personne de Paul Biya, ou est-ce que
ce dont on attend, c'est vraiment la fin d'un parti. Je pense que la réponse est dans la question que vous posez. Je pense que dire aujourd'hui que le peuple camerounais n'est pas prêt au changement, c'est comme si on assommait ce peuple-là, voilà, c'est comme si on assommait quelqu'un, voilà, fatalement. Donc je pense que le peuple camerounais est mûr pour le changement depuis des années. Ce peuple n'attend que ça. Et en face, qui doit porter cette offre de changement, ce sont les partis politiques. Maintenant, ces partis politiques à qui on délègue le pouvoir de porter des offres politiques lorsqu'ils n'ont pas la liberté de se mouvoir dans l'espace public, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais après, je pense que tout dépend des points de vue à travers lesquels on se pose. On a d'un côté le RDPC, on a un parti politique. Et c'est quoi un parti politique ? Un parti politique, c'est un groupement d'individus qui sont rassemblés autour d'une idéologie commune et qui ont pour objectif de conquérir et de garder le pouvoir. Tant qu'en face, il n'y a pas un rapport de force qui vienne inverser la tendance, ils vont continuer à gouverner. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise au niveau de l'opposition? Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'il y a un contexte de restriction des libertés publiques qui empêche toute voix dissonante au régime et qui est aujourd'hui en train de plomber la société camerounaise. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le peuple camerounais est mûr pour le changement. C'est juste que les contextes empêchent ce changement-là. En étant présent justement sur le terrain, César Ekam, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui de vos militants? Quel discours avez-vous justement pour séduire un nouvel électorat? Quelle posture a votre parti? Est-ce qu'il y a véritablement une crise de l'opposition? Vous serez certainement surprise. À la suite de Bastien et de Yves, je dirais le peuple camerounais n'est pas silencieux. Le peuple camerounais s'exprime, mais il s'exprime certainement au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire, l'expression du peuple dans une démocratie se fait dans les urnes et non dans les maisons, dans les bars ou dans des restaurants. Le Camerounais, dans sa grande majorité, voudrait changer de régime, mais il ne sait juste pas où s'exprimer. Du fait des lenteurs administratives, des tracasseries administratives, du découragement, des distances qui sont certainement peut-être éloignées des zones d'enrôlement, une organisation, enfin, la structure chargée, aider comme chargée de l'inscription et de mettre en place ce processus d'électorat qui n'est pas complètement ouvert et qui n'attire pas la jeunesse avec les nouvelles techniques de communication. Mais cette jeunesse s'exprime. Aujourd'hui, sur le terrain, nous rencontrons des jeunes qui rejoignent notre mouvement tous les jours et qui ne veulent qu'une seule source de changement. Donc aujourd'hui, comme le disait bien Yves, cette jeunesse va s'exprimer. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la mépriser, il ne faut pas penser qu'elle ne sait pas, elle ne comprend pas les souffrances, parce que la souffrance, on la sent dans notre chair au Cameroun. Et le moment venu, cette jeunesse s'exprimera. Tôt ou tard, la jeunesse camerounaise prendra son destin en main et le MP3 a pour but d'orienter et de montrer à la jeunesse camerounaise la bonne direction pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Vous parliez de l'ELECAM, on va peut-être faire un pont avec l'actualité et justement la signature de cette convention entre l'ONU et le gouvernement camerounais. À quoi on peut s'attendre? Quelle lecture vous faites justement? Alors cette signature, elle s'est faite, si on veut, dans le plus grand silence, puisque c'est l'opposition portée par Maurice Kamto avec le MRC qui l'a dénoncé dans les médias et qui a eu le sentiment de se sentir lésé dans ce processus de concertation. Qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui, cette signature est-ce que c'est un signal positif qui est envoyé? Mais c'est un signal positif, c'est même très positif effectivement pour la démocratie, parce que le fait que l'on ait effectivement des observateurs internationaux et de surcroît ceux de l'ONU qui sont effectivement des experts, disons, en la matière, qui séjourneront au Cameroun dans le cadre effectivement du scrutin électoral, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie camerounaise. Mais cela, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce qu'effectivement, les observateurs ne seront pas effectivement en amont du processus électoral. Parce qu'avant effectivement qu'il y ait, disons, une élection, il faut d'abord effectivement que, disons, la liberté d'association, la liberté de réunion, ces libertés fondamentales-là soient effectivement respectées. Qu'est-ce qu'on va offrir en fait à la jeunesse camerounaise?
pour en fait César qui en parlait. Les jeunes Camerounais, depuis, disons, le temps du regretté John Fundi, effectivement, s'est toujours exprimé. On a vu au début des années 90 tout l'élan, tout le vent du changement qui soufflait déjà en fait sur le pays. Il n'y a rien eu. Pourquoi? Il n'y a rien eu parce qu'effectivement, au sein de l'administration, un peu comme ça se passe partout dans la sous-région d'Afrique centrale, que l'on soit au Gabon, que l'on soit au Congo-Brazzaville et ailleurs, on se rend bien compte qu'il y a une bourgeoisie comprador, qui a des relais à l'extérieur, qui effectivement étouffe le processus électoral. Aujourd'hui... Mais tant que l'ELECAM, justement, elle reste nommée par le pouvoir, est-ce que finalement cette signature de convention, elle a un véritable... est-ce qu'elle pourra changer le cours des choses? Mais l'objectif d'abord, c'est en fait de comprendre quelles sont les parties prenantes au sein de l'ELECAM. Est-ce qu'on a eu une répartition, on va dire, équitable, disons, des postes au sein de cet organe de supervision des élections? Est-ce que l'ELECAM aussi, disons, a une forme d'indépendance vis-à-vis effectivement des pouvoirs publics? Quels sont les objectifs, quelles sont les finalités effectivement de cet organe-là? On sait tous que pour qu'une élection soit crédible, juste et transparente, il faut des prérequis. Mais aujourd'hui, je me rends compte effectivement que ces prérequis-là ne sont pas, disons, encore atteints, puisque l'État camerounais peine effectivement en ce qui concerne la démocratie du quotidien, Madame Scali. La démocratie du quotidien. Est-ce que lorsqu'on va dans la rue, par exemple, lorsqu'on pose la question à un jeune de Yaoundé, est-ce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a l'impression de ressentir un vent de démocratie qui souffle sur le pays? Non, c'est un vent de terreur. C'est un vent de terreur, effectivement, qui captive les esprits et qui empêche malheureusement, disons, à la volonté populaire de s'exprimer. Et tant que la volonté populaire ne s'exprimera pas, il n'y aura pas, même dans le cadre d'un scrutin électoral, avec, disons, des observateurs internationaux, une volonté libre qui puisse s'exprimer. Et c'est là la grande problématique. Oui, je veux réagir par rapport à ce qui a été dit. Je pense que l'intervention des observateurs doit être régie par les textes. Je pense que le fait que cette convention elle a pour but justement de renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. En tout cas, c'est l'ambition tout à fait. Mais qu'un parti politique en vienne à dire qu'il l'a appris sur les réseaux sociaux, ça pose quand même un réel problème. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que ça traduit justement? Ça traduit une opacité dans la gestion de la chose électorale au Cameroun. Et à associer l'ONU à cette opacité, ça pose un réel problème. Moi, j'ai pris le temps de consulter les textes qui régissent cette intervention de l'ONU et il y a un principe qui revient, c'est-à-dire que cette assistance électorale est fondée sur plusieurs textes, dont notamment deux, dont la résolution 46/137 de l'Assemblée générale des Nations unies qui exige que l'assistance soit impartiale, transparente et inclusive. Et en deux, le code de conduite des missions électorales du PNUD et du DPA qui impose la consultation des partis politiques et de la société civile ainsi que la transparence dans les modalités d'intervention. Est-ce qu'il y a eu transparence? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que je ne le pense pas? Parce qu'un parti comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun nous dit qu'il l'a appris sur les réseaux sociaux. Or, qu'est-ce qui doit se passer lorsque l'ONU décide de mener ce genre de mission? C'est tout simplement de convoquer toutes les parties prenantes, de convoquer l'ELECAM, de convoquer la société civile, de convoquer les différents partis politiques à l'effet de mettre le sujet sur la table et que la consultation soit équitable envers toutes les parties. Donc je pense qu'il y a un réel problème sur le principe de communication préalable et même de concertation publique qui n'a pas été respectée. Ça fausse l'intention d'origine? Ça fausse l'intention d'origine, même s'il y a une bonne intention derrière, mais le fait qu'on maintienne l'opacité dans la manière dont les choses se sont faites, et les CAM, on a l'impression que c'est un accord unilatéral ou alors... Qui s'est fait à huis clos, sans concertation. Qui s'est fait à huis clos, sans concertation des différentes parties politiques qui doivent prendre part à cette élection-là. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas une communication sur ce texte-là, ça restera opaque. Et qu'est-ce que les partis politiques demandent? Ils demandent qu'une seule chose, que cette convention soit rendue publique. Est-ce que la convention sera rendue publique? Je ne sais pas, mais
pour que on crédibilise la démarche de l'ONU et de l'ICAM, il faut à un certain moment qu'on mette sur la table des sujets et que le texte en réalité soit rendu public pour la bonne information de tous les Camerounais. Quelle a été votre réaction justement, César, vous qui faites partie de l'opposition, quand vous avez appris justement cette signature? Déjà, EDECAM essaye de faire ce qu'il peut et en réalité EDECAM EDECAM n'arrange pas les affaires du pouvoir parce qu'EDECAM empile les bourdes. Déjà sur la partie de la diffusion de la liste et de la publication de la liste électorale, il faut le noter, le MRC n'est pas le seul parti à avoir écrit. D'autres partis ont écrit au MRC et notamment le MP3 à la date du 11 avec décharge. Le 11 avril 2025, le MP3 a écrit une lettre adressée au président de l'EDECAM pour lui signifier le besoin de la publication de la liste électorale. Donc ça, il faut le savoir. Et l'intervention, ou bien la participation de l'ONU dans le processus électoral au Cameroun, à la limite, ça arrange l'opposition parce que ça nous donne des réponses sur des questions qu'on se posait. Entre 2018 et 2025, rien n'a changé au Cameroun. Le Cameroun semble, d'après le gouvernement et le régime, tout se passe bien. Il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi amener l'ONU ? Qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2025 pour faire intervenir l'ONU ? Est-ce qu'il y a un risque justement qu'en ayant signé cette convention, que l'ONU vienne crédibiliser un scrutin qui serait teinté d'opacité ? C'est d'ailleurs ce qui est revendiqué par les différents partis politiques. C'est que le fait que l'ONU mêle son image à cette élection-là vient crédibiliser les résultats, fussent-ils faux. C'est-à-dire qu'on est dans une situation telle que l'année dernière, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne peux pas lire dans une boule de cristal, mais on a quand même l'opposition qui accuse le pouvoir d'avoir fait disparaître 32 PV. Donc, si il venait... Oui, ça a été mis en ligne et puis après... oui, c'est ça, en fait. Et les PV n'étaient pas signés. Que les PV n'étaient pas signés. Et le fait que les PV n'étaient pas signés, ça posait un réel problème de transparence des élections. Est-ce que... avec l'intervention de l'ONU, on aura droit au PV, cette fois-ci, signé, ou alors on continue dans l'opacité, dans quelque chose qui sera adoubé par le système des Nations Unies. Et pour reprendre l'intervention de Bastien, l'ONU intervient un peu tard dans le processus. On a souvent l'impression que le processus électoral, c'est lorsque le corps électoral est convoqué. Mais l'annonce a été faite en avril 2025, donc à 6 mois du scrutin présidentiel. À 6 mois du scrutin, et nous sommes à 1 mois de la convocation du corps électoral. Et après la convocation du corps électoral, les inscriptions de la liste électorale ne sont plus possibles. Si l'ONU avait l'intention d'aider le Cameroun à avancer sur le processus, depuis les dernières élections de 2020, on aurait eu des missions qui allaient travailler sur le terrain au quotidien pour pouvoir conscientiser la population. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 50% de la capacité électorale qui n'est pas mobilisée. Donc si l'ONU avait besoin de faire comprendre les enjeux des élections au peuple camerounais et à sa jeunesse, il aurait déjà intervenu il y a cela 5 ans. Intervenir à 2 mois maximum avant la convocation du corps électoral, c'est faire le jeu à moitié. Est-ce que l'ONU aujourd'hui vient pour crédibiliser une élection qui va peut-être se passer dans des conditions, on ne sait pas. Est-ce que l'ONU va venir montrer la réalité des élections et vraiment assurer la logistique et tout le processus pour le bien des Camerounais? On ne sait pas, mais déjà, vu le timing, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une volonté, Bastien, de rassurer l'international avec cet habillage un petit peu démocratique? Le fait que l'ONU vienne, on le dit, à 6 mois comme ça d'une élection, est-ce que ça renvoie un message, un symbole vers l'international? Oui, en fait, c'est effectivement ça, la stratégie qui se cache derrière cette invitation, disons, soudaine. Le gouvernement camerounais essaie, par mots et par voix, disons, d'user d'une forme de soft power. Il y a une volonté de lisser comme ça son image, de lisser son image, alors qu'en réalité, en fait, disons aujourd'hui, le Cameroun est en fait assis sur un tas de cadavres. Excusez-moi, disons, à l'hyperbole. Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, on parle de paix, mais il y a Abdoul Karim, le président effectivement du Centre international pour la paix qui s'était engagé effectivement pour pacifier le Nozo. Aujourd'hui, il a été condamné à perpétuité et pourtant c'est un militant pacifiste qui n'en a jamais effectivement usé de violence. On a
on a tout un tas d'indices qui nous montrent effectivement que la situation aujourd'hui est intenable. Et les autorités camerounaises, par-delà effectivement la fronde dont effectivement je peux faire montre aujourd'hui sur ce plateau, c'est de rappeler aux autorités camerounaises leurs obligations internationales. Le peuple camerounais ne peut pas rester plus longtemps en captivité. Il faut à un moment donné lâcher du lest. Et on lâche du lest effectivement en ce qui concerne la répression lorsqu'on arrive effectivement à s'asseoir autour d'une table pour gérer, pour en fait traiter la question qui se passe dans le Nozo. On arrive effectivement à pacifier un pays, à rasséréner, disons, les partenaires, les acteurs, lorsque effectivement il y a en fait voilà un processus démocratique fondé sur la bienveillance. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait se tourner vers une commission électorale totalement indépendante, si on prend le cas du Ghana par exemple? Non, mais quoi qu'il se passe à Sokeina, eh ben, il faut comprendre que tout est parti effectivement pour pérenniser la dynastie des Biya. Toutes les grandes stratégies qui se font effectivement dans le sommet de l'État portent à croire effectivement que l'État camerounais est parti pour refuser une probable alternance à la tête de l'État. Alors qu'aujourd'hui, le Camerounais lambda gagnerait effectivement à voir la démocratie s'exprimer. Bon, que ce soit Franck Biya qui effectivement devienne le prochain président de la République, il faudrait que cela se passe sur des bases effectivement équitables et non pas en se servant effectivement des deniers publics pour faire des propagandes par-ci par-là, pour acheter des opposants ou même en fait pour pousser certains militants également à l'exil. Oui, mais juste pour réagir concernant ce qui a été dit, je pense que le fait de rejeter aussi à un moment donné tout sur le pouvoir dispense un peu l'opposition de la part de sa responsabilité qui est de mailler le territoire. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question de savoir en l'espace de 7 ans entre 2018 et 2025, qu'est-ce que l'opposition a fait en termes de travail qui consiste à mailler le territoire, à aller vers les gens? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la répression, mais est-ce qu'au-delà même de ce facteur répressif, il y a eu un travail qui a été fait dans les villages à la rencontre des gens pour leur expliquer le projet de société? Ou alors on s'est dit que, bon, voilà, le Cameroun, c'est Yaoundé-Douala. Une fois qu'on aura gagné à Yaoundé, une fois qu'on aura gagné à Douala, on a gagné l'élection. Non, ce qui fait gagner, c'est l'ensemble du pays. Et donc, pour gagner une élection, il faut faire un travail de fond. Et c'est où je fais le bémol avec l'opposition. J'ai l'impression que c'est un travail qui n'a pas été fait à bout. Dans le oui, ce qui revient, c'est que depuis 2018, Paul Biya est illégitime. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est quel travail compte. Comment cette contestation a été transformée en dynamique de rupture, finalement. En dynamique de rupture. Je pense qu'il y a un travail de fond. Moi, je parlais avec Cabral Libi au cours d'un entretien et qui me disait que le réel problème avec la fraude électorale, pour contrer la fraude électorale, il faut avoir des scrutateurs qui sont formés. Parce que quand vous prenez des scrutateurs qui ne sont pas formés, il y a des risques que ces scrutateurs soient floués. Parce que si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui ne sait ni lire ni écrire, il va de soi qu'il sera trompé par la personne, le président du bureau de vote, et qui, à la fin, on va se retrouver avec des bulletins voilà, pour le parti au pouvoir, alors que le parti n'a pas gagné le pouvoir. Donc, il y a, au-delà même de ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition des partis d'opposition, il faut aussi une coalition des scrutateurs. Il faut un travail de fond qui est fait, il faut un travail de maillage territorial. Et ça, je crois qu'on a aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir l'un des représentants du MP3. Quel est le travail qui a été fait pendant les 7 ans pour aller à la rencontre des gens dans les villages, pour leur expliquer le projet de société et pour adhérer, fédérer les Camerounais autour d'un projet de société? J'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'est perdu sur le débat autour du mandat impératif, autour de la répression, autour de la division de l'UPC, autour de la division du PCRN, et qu'on s'éloigne un peu de l'objectif en rejetant systématiquement tout sur le pouvoir. C'est vrai qu'il y a un contexte de répression, c'est vrai qu'il y a un contexte de rupture du pacte social, mais l'opposition a sa part de responsabilité, a une grande part des responsabilités également. César et Cam, on va prendre une courte pause, on va vous laisser répondre justement. On a la chance, comme vous l'avez dit, Yves, d'avoir un membre de l'opposition sur le plateau, donc vous avez la parole dans un instant et on revient, on prend une courte pause, restez avec nous sur Vox Live.
Merci d'être avec nous sur Vox Live et le débat du jour est consacré justement à l'opposition camerounaise. Quel poids aujourd'hui face à un RDPC implanté dans le paysage politique et je me tourne vers vous justement, César Ekane, porte-parole du MP3, le mouvement patriotique, je vais y arriver, pour la prospérité du peuple. Il vous posait la question il y a un instant. Alors vous êtes, votre projet il est sur pied depuis 2 ans, c'est ce que vous nous disiez, mais qu'a-t-elle fait l'opposition depuis 2018 finalement? Aujourd'hui, l'opposition depuis 2018 a fait un gros travail sur le terrain. Aujourd'hui, les voix se libèrent, les Camerounais s'expriment. Mais il ne faut pas négliger la capacité du régime à décourager, soit par habitude et aussi soit par leur travail sur le terrain. Mais aujourd'hui, dans le MP3, nous concevons mal une élection où nous devons absolument avoir un scrutateur dans chaque bureau de vote. Ça veut dire en réalité... Le contrat de confiance. Pourquoi ne pas faire alors une coalition des scrutateurs avec tous les partis politiques de l'opposition, du moins ceux qui sont engagés dans la démarche de rupture? La coalition des scrutateurs, pour nous, ce n'est pas un problème. On peut le faire, mais partons déjà du principe. Est-ce que c'est concevable qu'on surveille, que les partis politiques aient à charge de surveiller les scrutateurs de l'organe qui est censé être indépendant? Donc c'est déjà sur cette base qu'il y a un problème de confiance. Vous nous demandez de mettre 24 000 personnes derrière chaque scrutateur de l'ECAM. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'ECAM ne peut pas donner des résultats s'ils ne sont pas surveillés? C'est ça notre véritable problème. Si c'est le cas, alors nous partons sur une élection déjà biaisée d'avance et c'est à nous de travailler sur cette partie. Mais c'est ce qu'on disait finalement. Aujourd'hui, quand l'ECAM est remis en question sur sa transparence, est-ce que finalement, ce n'est pas l'une des solutions? C'est une des solutions, mais pour nous, ça nous choque quand même de savoir que c'est une évidence que lorsqu'un scrutateur de l'ECAM n'est pas surveillé, les élections, les voix ne sont pas orientées, la voix du peuple n'est pas respectée. Pour nous, c'est déjà un peu dommage de savoir qu'un organe indépendant ne peut pas donner les résultats clairs, même s'il est seul dans un bureau de vote. Après, pour travailler avec l'opposition, nous ne sommes pas complètement fermés. Nous apportons notre part dans la construction du Cameroun. Si l'opposition avait complètement fait le travail de rassembler l'ensemble des électeurs, on n'aurait pas moins de 50% des électeurs qui sont dans des listes. Alors, nous apportons notre part dans le rassemblement de toutes les voix. Et après, lorsqu'on aura apporté notre part, nous ne sommes vraiment pas gênés de travailler avec l'opposition, quelles qu'en soient ses origines ou bien ses tendances. Mais l'idée, c'est de porter notre programme, rassembler le maximum de Camerounais et après, avec toute cette énergie, éventuellement soutenir une candidature. Nous ne sommes vraiment pas gênés. Yves Basten, je vous voyais réagir. Oui, en fait, moi, je vais abonder dans le même sens, effectivement, que César. Il y a eu, effectivement, au sein de l'opposition camerounaise, disons, des velléités, disons, à apporter une voix discordante dans le débat démocratique camerounais. Malheureusement, ces voix-là ont été réprimées dans le sang pour certaines, ou bien envoyées en prison pour d'autres. On voit par exemple cette manifestation de 2020 du MRC qui a vu plus d'une centaine de militants de ce parti, disons, envoyés en prison et dont certains y sont toujours. Il faut quand même que l'on se représente un peu la situation du terrain. Aujourd'hui, il n'est pas facile de faire de la politique au Cameroun. Il est quasiment impossible. C'est même, je vais même dire, suicidaire de, disons, avoir une voix discordante qui puisse même critiquer, disons, l'action publique du gouvernement camerounais. Il faut qu'on se le dise. Donc, lorsqu'on dit effectivement que l'opposition est amorphe ou bien que l'opposition ne bouge pas, je pense que c'est une contre-vérité. Il faudrait vraiment comprendre également l'état d'esprit du Cameroun aujourd'hui. Il n'y a pas effectivement un seul segment, il n'y a même pas un seul segment, disons, de la vie publique camerounaise où le citoyen a la capacité effectivement de faire entendre effectivement, ne fût-ce même qu'une opinion. Quel est l'état de la liberté d'expression aujourd'hui au Cameroun? On a un exemple de Steve Akam qui était au Gabon. C'était un cyberactiviste qui donnait de temps en temps son point de vue. Il a été extradé par les autorités gabonaises vers Yaoundé et aujourd'hui il se retrouve en prison. C'est ça aujourd'hui la réalité, disons, de la vie citoyenne camerounaise. Donc il faut vraiment que l'on soit raison gardée. Il faut effectivement que l'on se dise que certes la situation n'est peut-être pas ce qu'elle est, mais n'envoyons pas des citoyens totalement désarmés au bûcher, parce que c'est ce dont il est question aujourd'hui. Maintenant, le peuple camerounais, devant l'histoire, ne peut pas disons, poser des actes qui vont en l'encontre également de la vie
de la nation. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est vraiment d'interpeller les autorités camerounaises, non pas pour qu'elles lâchent du lest dans le sens effectivement, disons, de la course normale à l'investiture en tant que président de la République. Mais qu'elle ouvre la liberté d'expression. Mais qu'elle ouvre la liberté d'expression, voilà, qu'elle accorde aux journalistes la possibilité de faire leur travail de façon indépendante, qu'effectivement on ait des partis politiques qui aient le droit d'organiser des meetings sans que cela ne soit réprimé dans le sang, etc. C'est autant de points qui font la vie d'une démocratie, et dès l'instant que ce n'est pas respecté, voilà. Je voudrais réagir sur la liberté d'expression. Il faut réagir. Moi, je crois que je suis en premier concerné quand on parle de liberté d'expression. On rappelle, vous êtes journaliste pour le média Jeune Afrique et vous scrutez de très près ce qui se fait au Cameroun. Tout à fait. J'ai encore en mémoire l'assassinat de Martinez Ogo. Voilà, toute la République porte... Donc éditorialiste qui travaillait à la radio, justement, et qui a été assassiné dans des règlements de compte. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'y rende à l'évidence. Il y a une lecture politique et il y a une lecture juridique. On ne peut pas admettre que ELECAM soit inféodé par le pouvoir, soit enrégimenté par le pouvoir et en même temps vouloir dire on va faire confiance aux scrutateurs. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit pragmatique. Dans l'état de l'impossibilité de pouvoir avoir des scrutateurs indépendants qui sont fournis par ELECAM, je crois que l'opposition doit, et c'est une obligation, prendre ses responsabilités. L'opposition doit prendre ses responsabilités en faisant soit ce que Cabral Libye propose, une coalition des scrutateurs, à défaut d'avoir une coalition pour avoir un candidat unique, parce qu'il faut dire qu'au débat, au Cameroun, il y a eu deux possibilités qui se sont dessinées à un moment donné. Soit on va à l'élection avec un candidat unique de l'opposition, ce qui semble quasi impossible au Cameroun à l'état actuel des égos des différents chefs politiques, soit on va avec une coalition des scrutateurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes à 12 jours de la convocation du corps électoral. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre à l'évidence? Est-ce que l'hypothèse de mettre sur pied des scrutateurs qui vont aller vérifier les résultats et avoir des résultats fiables n'est pas l'hypothèse la mieux... la plus crédible, la plus crédible. Moi, avant que vous ne rebondissiez, j'aimerais dire une deuxième chose. Bien sûr, on vous écoute. C'est sur le contexte des libertés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple camerounais ne doit plus rien attendre de la part du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est dans son rôle pragmatique, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de conserver le pouvoir pour le pouvoir. Il faut trouver des voies de contournement. Et quelles sont les voies de contournement? C'est de mettre de côté les différents égos et de se dire, on se met ensemble pour le changement du pays à travers une coalition de l'opposition. Et c'est où ça bloque. On a eu la coalition l'APC, c'est-à-dire que l'Alliance politique pour le changement. On a eu une autre alliance, un autre regroupement rival qui s'appelle l'Alliance pour la transition politique, qui sont deux composantes de l'opposition, mais qui se font en quelque sorte la guerre entre guillemets. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on espère avoir le changement si même du côté de l'opposition, on est complètement démobilisé? Donc ça, c'est quelques interrogations que je me pose. Voilà. Oui, mais en fait, moi, je vais rapidement rebondir sur ce que disait Yves, César. Il est important, effectivement, que l'on retienne une chose. C'est que dans la vie démocratique, il est d'une richesse lorsque nous avons des opinions divergentes. Cela enrichit le débat, cela enrichit la réflexion. Mais je vais prendre un exemple simple, Yves. En 2016, on a eu effectivement au Gabon un candidat unique de l'opposition, Jean Ping. Jean Ping, effectivement, a, avec ses partisans, mis en place un maillage territorial. Il y a même eu, en fait, il y a même eu, effectivement, ce que l'on appelait, à ce moment-là, des scrutateurs qui avaient mis en place un procès verbal vidéo. D'accord? Jean Ping a normalement dû faire, au moment de l'assemblage des procès verbaux, la majorité. Mais que s'est-il passé? Il y avait des scrutateurs de l'Union européenne qui avaient souligné de graves manquements au processus électoral. Mais le pouvoir en place a fait quoi? La première chose, effectivement, que le pouvoir d'Ali Bongo a eu à faire, c'était de sortir les chars. Une fois que l'armée était effectivement dehors, ils ont bombardé le QG de Jean Ping. Et on connaît la suite. Moi, ce que je dis, effectivement, il faut vraiment que l'on ait raison garder.
D'accord, on n'a pas la solution idoine aujourd'hui pour dire comment les élections vont se produire. Ce que l'on souhaite simplement, c'est qu'il y ait un dialogue intercamerounais. Moi, je pense que c'est déjà une base de départ crédible pour effectivement, lancer le processus démocratique. Il faut que M. Biya revienne effectivement au devant de la scène pour prendre ses responsabilités. Parce que si cela n'est pas fait, je crains vraiment, au vu effectivement de la situation sécuritaire, que le Cameroun irait au devant de difficultés encore beaucoup plus complexes. Donc voilà, il faut vraiment que l'on ait raison gardée et que l'on réfléchisse ensemble. Et rien de mieux que le dialogue pour faire vivre effectivement la démocratie à un moment donné où les choses semblent beaucoup plus difficiles. César, je vous voyais réagir et après on va poursuivre. On arrive déjà bientôt dans la dernière partie d'émission. Effectivement, ce que je peux ajouter sur cette partie, c'est qu'en réalité, le seul chiffre qui ne peut pas être contesté, c'est le chiffre de la participation de la population camerounaise. Aujourd'hui, c'est quand même assez infligeant de savoir qu'une grosse majorité du corps électoral ne s'inscrit pas dans les listes électorales pour exprimer sa voix. Nous, notre changement, notre révolution, notre passage dans une nouvelle république passera par le peuple. Nous ne comptons pas sur les institutions, nous ne comptons pas sur l'ONU, nous ne comptons pas sur le code électoral, nous comptons sur notre population. Si les Camerounais ne sont pas prêts à changer et à prendre des destinées de leur vie entre les mains, ce n'est pas une commande qui sera passée à l'ONU ou voilà. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience aux Camerounais qu'il est le responsable de son avenir. Lorsque tous les Camerounais, soit la majorité des Camerounais aura pris conscience de son choix et de la force de son vote, à ce moment, toutes les stratégies marcheront. Tant qu'ils n'ont pas pris conscience, aucune stratégie ne marchera. Mais c'est bien le rôle de l'opposition, des différents partis politiques, d'amener la population à prendre conscience. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc, je vous laisse finir. Et donc, il faut dire que, personnellement, j'ai l'impression que ce travail est fait, mais cette tendance à toujours dire, c'est une évidence on est dans un contexte liberticide. C'est une évidence. Mais c'est se dédouaner de sa propre responsabilité. C'est se dédouaner de sa propre responsabilité pour dire le pouvoir. Je pense que le peuple sénégalais, je prends un exemple simple, était en face d'un pouvoir qui était devenu rigide. C'est-à-dire que le Sénégal a été un exemple de démocratie. Est-ce qu'on peut comparer finalement le modèle sénégalais et ouest-africain dans son ensemble avec sa culture de l'alternance démocratique avec celle du Cameroun et peut-être de l'Afrique centrale même? On ne pourrait pas comparer parce que déjà en termes de longévité, Macky Sall n'avait pas assez d'expérience. Il n'était pas assez ancré. Ils avaient déjà eu d'autres présidents qui avaient déjà des bases et des idéaux différents. Le Cameroun, ça fait 43 ans, voire plus, qu'on est sous le même régime. Tout à l'heure, Bastien parlait de liberté d'expression. À l'heure actuelle, vous pouvez me croire, même si on décrète une liberté d'expression au Cameroun, la majorité ne s'exprimera pas. Parce qu'en réalité, le Camerounais a déjà été, je dirais, modifié dans son ADN sur la crainte de la prise de parole politique. Rares sont les jeunes de mon âge, de notre génération, qui prennent la parole pour exprimer ce qu'ils pensent réellement. Parce qu'au Cameroun, on nous a appris que la politique, c'est pour les aînés. Et les jeunes, vous êtes là pour coller des affiches ou bien préparer les meetings. Porter les chaises, voilà. Donc aujourd'hui, le mal est tellement profond qu'il est inadmissible. Il n'est pas raisonnable de le comparer au Sénégal. Il faut aller chercher dans l'histoire pour voir un peuple qui a été aussi mis en laisse. Et moi, je dirais, pour peut-être clôturer ma prise de parole, le Cameroun est une expérience sociale. Et je pense que l'humanité veut voir jusqu'où le Camerounais peut supporter la souffrance. Nous avons atteint des niveaux on arrive bientôt au incomparables. terme de l'émission et justement, on ne vous a pas entendu sur les propositions de l'opposition et celles du MP3. Vous misez beaucoup justement sur la jeunesse urbaine, sur les réseaux sociaux, la diaspora. Quand on sait que 40% de la population camerounaise vit encore dans les zones rurales, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour convaincre? Est-ce que vous ne faites pas partie de cette opposition encore marginalisée au Cameroun? En réalité, nous faisons notre part, et avec les moyens que nous avons. Aujourd'hui, couvrir l'étendue du territoire camerounais coûte beaucoup d'argent, et nous sommes un jeune parti, et nous n'avons pas de salariés, nous fonctionnons avec nos fonds propres. Donc la diaspora, c'est un gros vivier, que ce soit financier, que ce soit d'énergie, que ce soit d'intelligence. Nous allons mettre le peu de moyens, mais avec beaucoup de volonté, ensemble pour pouvoir mailler le territoire. Donc aussi,
travailler avec les autres organisations. Enfin, il n'y a pas que les partis d'opposition. Il y a de la société civile, il y a l'Église, il y a d'autres. On pense à la société civile qui s'est alliée notamment avec les 7 partis pour sortir cette plateforme pour contrôler justement. Je n'ai pas le terme en tête. Je vais revenir dessus, je vais chercher mon information. Non, il y a une plateforme en ligne qui est sortie justement, c'était hier, et qui permet de contrôler justement ce scrutin. Il y a 7 partis camerounais et la société civile, mais je vous laisse finir, je cherche mon information. La clé de ces élections et des prochaines échéances électorales, ça sera la jeunesse et ça sera les indécis ou ceux qui ne se sont jamais inscrits. Les primo-électeurs, c'est la clé des élections et la conscience collective. À part ça, il n'y aura personne qui viendra sauver le Camerounais. Il faut qu'ils le sachent. Une toute dernière question, parce qu'on arrive déjà... Revicode, voilà, ça m'est revenu. Revicode. Une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, et on va essayer de synthétiser le débat, mais c'est très compliqué. Yves, est-ce qu'aujourd'hui, on peut foncièrement s'attendre à une alternance portée par l'opposition? Est-ce que c'est crédible aujourd'hui, à 5 mois de la présidentielle? C'est tout à fait crédible. C'est tout à fait crédible parce que malgré le contexte de répression, il y a quand même les différents partis politiques qui se battent avec leurs moyens, leurs petits moyens pour faire le travail. Il y a, tout à l'heure je parlais du maillage territorial, etc. C'est vrai que ce n'est pas dans l'absolu, mais on peut voir les différents partis politiques, surtout ceux qui ont participé à la présidentielle de 2018, et même les nouveaux partis politiques qui essayent d'émerger dans l'ombre, comme le MP3, qui essayent de faire le travail. Je pense que si les choses se font dans les règles de l'art, cela peut déboucher sur une alternance politique. Donc ça sera très très compliqué parce qu'on sait que ceux qui sont là ne vont pas céder le pouvoir assez facilement. Il faudrait que les Camerounais se serrent la ceinture parce que ça ne sera pas facile et nous sommes vraiment assis sur des braises. Basten. Alors moi je pense effectivement, pour poursuivre sur la même lancée, qu'aujourd'hui il y a fort à faire en sorte que nous arrivions effectivement à établir un dialogue franc entre les différentes forces vives de la nation. L'anarchie aujourd'hui qui est visible, disons, au Cameroun ne peut pas continuer. Monsieur Atangadji ne peut pas être celui qui décide quelle est effectivement une organisation de défense des droits humains et quelle autre qui n'en est pas. C'est ça aujourd'hui la problématique. Aujourd'hui, quand on parle de société civile, elle est aujourd'hui moribonde. Lorsque Mme Alice Nkom, qui est une personnalité de premier plan de la société civile camerounaise, avocate notamment, qui se retrouve devant les tribunaux, simplement parce qu'elle aurait brisé effectivement des scellés, qu'il y ait une criminalisation des défenseurs des droits humains au Cameroun, avec bien sûr la bénédiction du ministre, disons, de l'administration territoriale, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase aujourd'hui. Il faut que les différents acteurs puissent comprendre que c'est en étant ensemble, c'est en faisant nation que l'on peut effectivement arriver à construire un bien commun, le bien commun au bénéfice bien sûr du peuple camerounais. Voilà, c'est vraiment ça mon dernier mot. Je vous laisse le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, César Mekam, porte-parole du MP3, on vous écoute. Ce que je peux dire pour le mot de la fin, c'est qu'en réalité, le peuple camerounais doit en définitive prendre son destin en main. Je pense qu'après 43 ans, une occasion nous est encore offerte d'exprimer notre voix. L'idée ici, c'est de se poser des questions existentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir d'un Camerounais, c'est hors du Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, ça ressemble à la panacée de notre jeunesse, partir. Et nous disons, il ne faut pas partir, il faut rester. Et personne ne viendra sauver le Cameroun, personne ne viendra prendre notre destin à notre place. Donc, il faut absolument travailler avec tout le monde. Là, je rejoins les panélistes. Ce n'est pas un travail... C'est pas un travail qu'on peut faire tout seul parce que le mal est profond et nous sortons d'un régime, j'espère, qui aurait pu mieux faire, mais malheureusement n'a pas répondu aux attentes de nos aînés. Et aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, nous avons des comptes à rendre à nos enfants qui arrivent et à nos petits frères. Donc l'idée pour nous, c'est de ramener tout le monde déjà autour d'une table et aux élections, puis après voter. Et dans 12 jours, il y a déjà cette échéance. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin des inscriptions de listes électorales. Le mieux pour nous, c'est de s'inscrire, de voter, de surveiller, puisqu'il faut surveiller ce qui nous semble tout à fait incongru et de prendre en main notre destin.
On continuera évidemment à suivre de très près la situation. On le rappelle, on est à 5 mois des élections présidentielles au Cameroun. Et quel avenir justement pour la politique au Cameroun? On reviendra sur ce plateau pour en débattre. Merci Bastien d'avoir été parmi nous. César, Merci. Yves, merci également d'avoir participé à ce débat. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live. Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. « 140 ans de division, de partage, 140 ans de frontières imposées. Il y a 140 ans, 14 États se réunissaient, loin de nous, pour se partager un gâteau selon leurs intérêts. Ce gâteau, c'était l'Afrique, c'était nous. La conférence de Berlin 1885, c'était hier. Aujourd'hui, 140 ans après, la conférence Mansa 2025. Année zéro de la réunification, pour une vision et des projets communs pour la transformation. 2025, des millions d'Africains engagés. Ces Africains, c'est vous, c'est nous. Une nouvelle page se dessine, une page d'unité et de souveraineté. Venez l'écrire avec nous à Lomé du 26 au 28 juin 2025. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.